Sur les points d'actualité, je commence par annoncer la commande de 22 mini-drones aériens pour la Marine nationale. C'est dans le cadre du programme dit SMDM, système de mini-drones pour la marine. Concrètement, ce sont des drones de 16 kg qui sont catapultés depuis certains bâtiments de la Marine nationale, qui opèrent dans une zone de 50 km autour du bateau. Ils captent des photos, un certain nombre de données qu'ils peuvent retransmettre en temps réel aux bâtiments concernés. Les bâtiments concernés depuis lesquels ces mini-drones peuvent être projetés sont d'une part les patrouilleurs de haute mer, les anciens avisos, d'autre part les frégates de surveillance, les frégates de type Lafayette et prochainement les patrouilleurs outre-mer. Donc ces drones sont propulsés par un moteur électrique quand ils sont en vol et quand ils reviennent à bord, ils sont récupérés par l'intermédiaire d'un filet. Ils fonctionnent de jour comme de nuit. Ces drones arriveront dans la Marine nationale entre 2021 et 2023. Ils sont fabriqués par une entreprise qui s'appelle Survécopter, qui est basée à Pierrelatte, une entreprise d'une 50aine de personnes. C'est une filiale d'Airbus depuis 2011, cette entreprise existant depuis 1994. Et ces 22 mini-drones, qui s'inscrivent dans le cadre du plan de relance et du plan de soutien à l'aéronautique qui avait été présenté par la ministre des Armées et le ministre de l'Économie à l'été dernier, permettront de renforcer les capacités de renseignement tactique de nos bâtiments de la Marine nationale. Donc une excellente nouvelle. Deuxième nouvelle, toujours dans le domaine des drones, cette fois-ci pour l'armée de terre. Le ministère des Armées, via la DGA, a commandé 49 micro-drones NX-70. Nous étions déjà dotés d'une centaine de ces drones. Ce sont des drones tout petits, ils pèsent moins d'1 kilo. Ils sont capables d'aller à plusieurs kilomètres de leur lieu de lancement, de collecter de l'information tactique, et de les transmettre de manière sécurisée, et c'est très important, aux combattants qui sont sur le champ de bataille. Évidemment, ça concourt à une manœuvre de sécurisation et de protection du déploiement de nos forces. Ces drones ont une capacité de résistance au vent, à la pluie, à la poussière et aux températures extrêmes. Pour vous donner un ordre de grandeur, les 150 drones, donc les 49 dont je parle aujourd'hui, et la centaine qui avait été précédemment commandée, représentent un total de 6 millions d'euros. Le fabricant de ces mini-drones est la société Novadem, qui est basée à Aix-en-Provence. C'est une PME qui emploie 15 personnes et qui est spécialisée dans la robotique aérienne et qui est une pionnière des micro-drones français. Vous disant cela, je réalise que concernant le premier sujet, les mini-drones aériens pour la Marine nationale, j'ai omis de vous mentionner le montant du contrat. Je vous le donne donc maintenant. C'est un montant de 19,7 millions d'euros pour les 22 drones et leur rechange associé. Troisième point d'actualité, il est majeur parce que c'est un projet qui est emblématique de la reconquête de la souveraineté industrielle de la France. C'est un projet qui s'appelle Sonoflash et c'est une reconstitution de filière pour des bouées acoustiques sous-marines. Si vous avez vu Le Chant du Loup, vous vous souvenez peut-être de cette scène lors de laquelle des bouées acoustiques sont parachutées depuis un aéronef. Ces bouées acoustiques, elles viennent en complément des sonars dont nos bâtiments de la marine sont déjà dotés, que ce soit des sonars de coque ou des sonars remorqués au bout d'un câble, viennent en complément des sonars trempés, les sonars qui sont déployés à partir des hélicoptères de la Marine nationale, et permettent de sécuriser des chenaux d'accès, permettent d'avoir une connaissance fine de la situation sous-marine. Jusque-là, la Marine nationale utilisait des bouées qui étaient non souveraines, des bouées fabriquées par des sociétés américaines, canadiennes et britanniques. Ce sera terminé à partir de 2025, toujours des bouées de ces anciens types qui seront en service, mais progressivement, elles seront remplacées par les bouées de la filière industrielle que nous structurons autour de Thales. Donc un marché vient d'être passé par la DGA le 12 janvier 2021 pour développer, qualifier, industrialiser ces nouvelles bouées acoustiques qui s'appellent Sonoflash. Le montant de ce marché est de 35 millions d'euros. Donc j'insiste, c'est sur le développement en tant que tel du produit, ce n'est pas l'acquisition des bouées, cela viendra après. Je vais vous donner un ordre de grandeur de ce que nous dépensons chaque année pour nous doter de bouées acoustiques. Ayez en tête que ces bouées acoustiques sont des bouées consommables. Une fois qu'elles ont servi, elles coulent, nous ne les récupérons pas. Donc chaque année, nous recommandons un certain nombre de bouées. Chaque année donc, nous commandons entre 10 et 20 millions d'euros de bouées acoustiques. Je ne donne pas d'indication sur le prix des prochaines bouées
Sonoflash, fabriqué par Thales, puisque les discussions sont encore en cours et ça pourra dépendre de la quantité qu'on commande. C'est simplement pour vous donner un ordre de grandeur de quoi on parle. Au plan technologique, c'est une bouée extrêmement performante parce que dans le même environnement, elle cumule à la fois un récepteur acoustique de très grande précision et un émetteur acoustique. Donc vous avez à la fois la chaîne d'émission et la chaîne de réception très enserrées dans le même dispositif, ce qui donne une performance accrue. En termes de quantité et de nombre, j'imagine que c'est une question qui peut vous intéresser, on estime à plusieurs milliers de bouées par an qui pourraient être fabriquées par cette filière industrielle, à la fois pour des besoins France et pour des besoins export. Néanmoins, ça vous donne quand même un ordre de grandeur de l'usage qu'on a de ces bouées acoustiques chaque année. Alors, par quel vecteur ces bouées acoustiques seront opérées? Évidemment, par nos avions de patrouille maritime Atlantique 2, que nous sommes en train de rénover et qui seront donc particulièrement adaptés pour déployer ces bouées acoustiques, et également par les hélicoptères NH-90, les Caïmans, qui sont embarqués à bord des frégates européennes multimissions, ou qui peuvent être déployées depuis la Terre. Donc ces bouées servent, je crois que je l'ai dit, à sécuriser les chenaux, notamment les chenaux d'accès de nos SNLE, rade de Brest. Et évidemment, si on a besoin, en un point donné d'une mer, d'avoir une situation précise de la situation, ces bouées acoustiques viennent en renfort, en complément des moyens qui peuvent être déployés par des frégates ou des sonars d'hélicoptères. En termes d'emploi, ce développement de bouées sonoflash va impliquer, outre Thales, une dizaine de PME et d'entreprises de taille intermédiaire, j'en cite quelques-unes, Realmeca, Télérad, Cela Group, Nervure, Plastimo. Si vous souhaitez des détails, je pourrais vous en donner. Et une quinzaine d'équivalents temps plein, une quinzaine d'emplois sont concernés pour le développement de cette filière. Voilà, donc on est très fiers de reconquérir un pan de souveraineté sur ce domaine éminemment sensible qu'est la connaissance de nos fonds marins. Point d'actualité suivant, qui n'est pas un point industriel ou capacitaire. Vous avez sans doute en tête qu'en Europe sont stationnées des forces américaines, notamment au titre des accords de réassurance entre les États-Unis et notamment certains pays d'Europe de l'Est. Régulièrement, ces forces américaines sont relevées, à peu près tous les 9 mois. L'été dernier, il y avait eu une relève de ce type, qui avait transité par La Rochelle, si vous vous en souvenez. Il y aura une relève du même type cette année, qui se passera par le nord de la France. Précisément, cela se passera du 19 février au 31 mars 2021. Le nom de l'opération française, pour la part française de cette opération, est Mousquetaire. Et il s'agira de faire transiter une brigade d'aérocombat américaine, donc qui implique des hélicoptères américains, dans le cadre de la relève de ces forces stationnées en Europe. Alors, c'est une opération éminemment interministérielle. Nous sommes concernés pour la partie opérationnelle, la partie logistique, la partie soutien de l'homme, santé, soutien pétrolier. Mais évidemment, il y a aussi une sécurisation qui est faite par les forces de sécurité intérieure et par le ministère de l'Intérieur, un accompagnement par le ministère des Affaires étrangères, un accompagnement par le ministère chargé des Transports, puisqu'il y aura des points de transit par l'aéroport de Calais-Marques et le port de Dunkerque. Les opérateurs ferroviaires et routiers sont aussi mobilisés pour cette opération qui se déroulera du 19 février au 31 mars. Au plan sanitaire, évidemment, toutes les précautions sont prises. Tous les personnels concernés subiront une septaine avant d'arriver sur le territoire national, subiront un test PCR et n'entreront sur le territoire français que ces deux conditions étant remplies. Évidemment, une fois sur place, le plus strict respect des gestes barrières sera observé. Nos alliés américains sont évidemment très conscients des contraintes sanitaires que nous imposons pour permettre ce type d'opération. Dernier point, cette opération permet de tester et de confirmer la bonne interopérabilité et la bonne viabilité de nos infrastructures, indispensables à un déploiement rapide de force en cas de crise majeure en Europe. Je m'arrête là pour les points d'actualité et vais maintenant vous présenter l'agenda de la ministre des Armées et de la ministre déléguée. Aujourd'hui, jeudi 11 février, la ministre des Armées a démarré sa journée par un entretien téléphonique avec le général Lorenzana,
qui est le ministre de la Défense de la République des Philippines. Ils ont évoqué les enjeux de sécurité maritime et d'environnement que nous partageons dans la région. En ce moment même, la ministre est à Bruxelles, dans le cadre de la préparation de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2021. Elle y rencontre notamment Thierry Breton, commissaire au marché intérieur, Madame Loiseau, présidente de la sous-commission défense du Parlement européen, ainsi qu'un certain nombre de parlementaires de cette commission. C'est évidemment l'occasion pour elle de réaffirmer nos attentes en matière d'Europe de la défense solide et engagée, et de poser les premiers jalons pour la présidence française de l'Union européenne. Concernant la ministre déléguée, Madame Darrieussecq, aujourd'hui se rend au lycée Général de Gaulle de Saint-Cyr-l'École, dans les Yvelines. Elle va inaugurer un bâtiment dédié à l'hébergement et dédié à l'enseignement. Elle aura ensuite un temps d'échange avec des élèves, puis elle présidera un comité directeur sur les lycées. Je vous avais parlé de ce comité directeur la semaine dernière. 2 fois par an, Madame Darrieussecq réunit les acteurs du monde pédagogique au niveau de l'enseignement secondaire du ministère des Armées pour parler excellence académique, excellence comportementale. C'est aussi l'occasion de faire un point d'avancement sur la rénovation des infrastructures de nos lycées. La LPM consacre plus de 100 millions d'euros sur la rénovation des infrastructures de nos lycées. Donc aujourd'hui, inauguration d'un premier bâtiment à Saint-Cyr-l'École, inauguration qui en appelle d'autres. Il y a toute une rénovation bâtimentaire qui va être mise en place au lycée Général de Gaulle à Saint-Cyr-l'École. Je passe désormais au vendredi 12, demain. La ministre des Armées accueillera, aux côtés du président de la République, le président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh. Et en fin de journée, elle remettra les labels Centre d'excellence à l'université Paris 8 et Lyon 3, label d'excellence dont j'avais déjà parlé, je n'y reviens pas. Souvenez-vous, c'est 1,5 million d'euros pour chacune de ces équipes de recherche dans les universités pour promouvoir les études stratégiques sur 5 ans. Lundi 15 février, la ministre des Armées commencera sa journée avec un entretien avec Mme Kramp-Karrenbauer, ministre de la Défense allemande. C'est un entretien qui s'inscrit dans la foulée du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, lors duquel les 2 chefs d'État, le président Macron et la chancelière Merkel, ont donné des calendriers extrêmement volontaristes, notamment sur le SCAF et sur le MGCS, avec une volonté de conclure un accord industriel dans les 15 jours. Donc cet échange téléphonique sera l'occasion pour les 2 ministres de maintenir cette impulsion et de faire en sorte que les résultats demandés par les chefs d'État soient à la hauteur et à la date dite. Évidemment, il y aura un point de situation plus large sur les autres sujets capacitaires, notamment le Tigre Standard 3 et l'Eurodrone. Sur ces programmes d'armement, l'objectif est d'avoir finalisé la conclusion de ces projets, une notification concrète de ces contrats, avant la fin de la session parlementaire en Allemagne, qui est en juin. La ministre s'entretiendra également, ou donnera plus exactement une conférence à la DGAP, la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, qui est donc un des think tanks les plus prestigieux en Allemagne en matière de relations internationales, et elle donnera une conférence dont le titre est « European Defense, an Overview of the French Priorities ». La DGAP devrait a priori mettre en ligne cette conférence en direct, donc quand nous disposerons du lien, nous vous l'enverrons bien évidemment, c'est lundi à 15h30. Mardi 16 février, la ministre s'entretiendra avec son homologue anglais Ben Wallace. Ces échanges entre les 2 ministres sont évidemment importants, puisque malgré le Brexit, il subsiste une relation de défense franco-britannique extrêmement étroite, dont le chapeau, vous le connaissez, est celui des accords de Lancaster House, qui ont 10 ans. C'est un partenariat concret, juste pour donner un exemple. Les Britanniques viennent sur le territoire français, dans un centre de la DGA, à Val-de-Reuil, dont je reparlerai tout à l'heure, pour tester et dessiner leurs hélices de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui est un acte de souveraineté très forte. Donc le fait qu'ils viennent faire ces travaux-là en France montre de la proximité stratégique que nous entretenons. Réciproquement, les Français et les ingénieurs de la DGA, en l'espèce, se rendent dans des bassins hydrodynamiques qui sont à Aslar, dans le sud de la Grande-Bretagne, pour optimiser et dessiner la forme des carènes de nos bâtiments de surface ou de nos sous-marins de la Marine nationale. Donc c'est au-delà du mot accord de Lancaster House, il y a une réalité extrêmement tangible tous les jours. C'était un exemple parmi d'autres, il y a aussi beaucoup d'exemples dans le domaine nucléaire. Et sur le front des opérations, vous avez en tête que les Britanniques nous appuient en mettant à disposition des hélicoptères Chinook. Au plan capacitaire, juste pour en citer deux autres exemples, vous avez en tête que nous avions lancé le programme de lutte anti-mine du futur en fin 2020. Souvenez-vous, c'est ce concept de poupée gigogne où on éloigne l'homme de la menace.
Les bâtiments mers, ceux à bord desquels se trouvent des plongeurs démineurs, et je parle sous le contrôle du commandant Lavaux, se trouvent éloignés de la menace, éloignés du champ de mine. Et quand il s'agit d'aller pétarder des mines, les détruire, eh bien, on déploie des drones de surface, des drones sous-marins et des robots qui sont téléopérés et qui vont eux-mêmes aller détruire l'explosif in situ en ayant les hommes éloignés de la menace. Évidemment, on a toujours besoin du facteur humain pour jauger de la pertinence de pétarder, pour identifier très finement la mine si elle est compliquée, éventuellement pour intervenir in situ. Mais l'idée est d'aller vers une robotisation plus poussée en matière de lutte contre les mines, et c'est ce que nous faisons avec les Britanniques. Deuxième exemple, le missile anti-navire léger, missile tiré à partir d'un hélicoptère, dont nous sommes en train de finaliser le développement et la qualification. En novembre de l'année dernière, nous avions fait un second tir d'essai qui avait été réussi. Et donc ces missiles anti-navires légers ont vocation à être tirés depuis nos prochains hélicoptères légers Guépard, les H-160, version militaire, hélicoptères interarmés légers. Voilà, donc une relation franco-britannique très dense malgré le Brexit. Le mercredi 17 février, la ministre participera à une réunion ministérielle OTAN. Je vous rappelle qu'elle s'est entretenue avant-hier avec M. Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Alors cette réunion ministérielle de l'OTAN, elle est importante parce que ça sera la première à laquelle participera Lloyd Austin. Donc ce sera l'occasion de donner corps à la revitalisation de l'Alliance, revitalisation qui est appelée de ses voeux par l'administration Biden et que nous soutenons. Et ça sera aussi l'occasion de poursuivre la réflexion sur l'avenir de l'OTAN, le président de la République nous y a engagés, sur sa cohérence interne et sur l'accroissement de la responsabilité des Européens au sein de l'OTAN. Le jeudi 18, la ministre des Armées s'entretiendra par téléphone avec le ministre de la Défense de la République de Singapour. Ils échangeront sur les enjeux de sécurité maritime dans la région. Très concrètement, nous avons régulièrement des bâtiments qui font escale dans cette région. Nous faisons régulièrement des exercices communs. Et par ailleurs, la ministre a pour habitude de se rendre au Shangri-La Dialogue, qui est la grande conférence stratégique sur la sécurité en Asie, une fois par an. Le point qui suit sur la stratégie nationale cyber à Bercy est évidemment dans le viseur, mais n'est pas encore complètement confirmé, donc je n'en parle pas plus. Je vais donc parler de l'agenda de Mme Darrieussecq pour le jeudi 18. Elle se rendra à Belfort à l'occasion de la commémoration des 150 ans du siège de Belfort. Pendant la guerre franco-prusse de 1870-1871, il y avait eu un siège très dur à Belfort, qui avait duré 103 jours. Belfort était resté invaincu, malgré un siège terrible. 103 jours de siège, 73 jours de bombardement, 3150 soldats blessés et 1600 morts, dont 300 civils côté français. Nous diffuserons une note aux rédactions en début de semaine prochaine pour vous donner les détails de ce déplacement. Je passe maintenant au vendredi 19 février. La ministre des Armées, et elle avait pris cet engagement, sera auditionnée par l'Assemblée nationale au sujet de l'actualisation de la revue stratégique. Vous vous souvenez de la présentation que nous avions faite, avec notamment des champs plus marqués sur les domaines du renseignement, sur le domaine cyber, sur le domaine des fonds marins. Eh bien, la ministre des Armées échangera avec les parlementaires au cours de cette audition sur ces enjeux et sur ce que ça peut vouloir dire en termes de loi de programmation militaire, une fois que les enjeux stratégiques ont été actualisés et clairement posés. Pour terminer la semaine, ça ne figure pas, mais c'est une grande annonce, en tout cas nous en sommes très fiers, la ministre se déplacera en province, à Val-de-Reuil, sur le site de DGA Technique Hydrodynamique, pour lancer en réalisation le programme de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de 3e génération. Nous parlons de 4 sous-marins, dont le premier devrait arriver dans nos forces à l'horizon 2035. Ensuite, les SNLE successifs seront livrés à peu près une fois tous les 5 ans. Et c'est donc la 3e génération de SNLE. La première était celle du Redoutable dans les années 65-80. La deuxième, l'actuelle, classe Le Triomphant, année 1995-2010. Et donc la 3e qui arrivera au milieu de la décennie 2030. Ce sont des bâtiments qui pourront naviguer, pour le dernier d'entre eux, jusqu'à 2090. Donc on parle vraiment d'un projet évidemment éminemment régalien, industriel massif, qui va durer 40 ans, des dizaines de milliards d'euros. Et donc, c'est ce que la ministre présentera et annoncera à Val-de-Reuil vendredi de la semaine prochaine. Plus de détails vous seront donnés dans le cadre d'un briefing ad hoc la semaine prochaine. Voilà, cela conclut ma présentation de l'agenda des 2 ministres. Avant de passer au point sur les opérations, auriez-vous des questions, Madame Benoît? Oui, bonjour, Daphné Benoît de l'AFP. 2 petites questions sur l'agenda de Florence Parly. Tout d'abord, lundi n'est pas mentionné sa participation au sommet de N'Djamena. J'imagine qu'il faut en déduire qu'elle n'ira pas en présentiel. Est-ce que, par ailleurs, il y a quelque chose de prévu
en termes de visio avec ses homologues du G5 Sahel? Et deuxième question, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur le menu des discussions prévues avec le président djiboutien demain? Merci. Sur la première question, la participation de la ministre au sommet se fera effectivement de manière dématérialisée, par visioconférence. Je n'ai pas plus d'éléments, mais évidemment que ces homologues seront partie prenante à ces visioconférences. Sur l'ordre du jour de l'entretien entre le chef de l'État et le président djiboutien, je vous renvoie sur le service de presse de l'Élysée, Madame Benoît. Autre question, que ce soit sur les points d'actualité générale ou sur l'agenda des deux ministres, auquel cas je cède la parole au colonel Barbry pour un point sur les opérations. Bien, merci monsieur, bonjour à toutes et à tous. Je vais effectivement réaliser le point et la synthèse des opérations en 6 thématiques rapides avant de céder la parole au commandant fort, le général Conruit. Donc premier point sur Corymbe. Avant-hier, à Dakar, le patrouilleur de haute mer, commandant Biro, a clos le 155e mandat de l'opération Corymbe après 64 jours de patrouille dans le golfe de Guinée, en soutien des marines riveraines. C'est le porte-hélicoptère amphibie Dixmude qui va poursuivre l'opération et prendre la relève. L'équipage de Dixmude est renforcé par le groupement tactique embarqué Dragon, un détachement aéronautique composé d'une Alouette 3 et d'un drone de type S-100, ainsi qu'une escouade de fusiliers marins de la marine portugaise. Deuxième point en ce qui concerne Chamal, avec l'activité de la force. Et pour rappel, la France est le 2e pays contributeur à l'opération OIR. 10% des missions aériennes de la coalition ont été effectuées par des avions français. Cette semaine, au bilan, les avions engagés dans l'opération Chamal ont réalisé 18 sorties aériennes. Troisième point, et pour reboucler avec ce qui a été évoqué, Proche et Moyen-Orient, groupe de guerre des mines, puisque ce sont 2 chasseurs de mines tripartites, Céphée et l'Aigle, qui sont arrivés dans la base navale des forces françaises aux Émirats Arabes Unis. Ils ont été acheminés depuis Brest par un navire de commerce spécialisé dans le transport des charges lourdes. Les 2 chasseurs de mines vont être reconditionnés pour opérer pendant 2 mois environ depuis Abu Dhabi. C'est la 6e fois en 10 ans qu'un groupe de guerre de mines français est déployé dans cette zone. Et ce déploiement, il concourt essentiellement à 3 missions. D'une part, à la sécurité des voies d'approvisionnement énergétique et des zones d'intérêt nationaux et alliés dans le golfe arabo-persique, au respect de la liberté de navigation et enfin au renforcement de notre interopérabilité avec nos partenaires présents dans la zone. Ce groupe de guerre des mines est constitué, donc, outre les 2 chasseurs de mines, d'un détachement de plongeurs démineurs et d'un état-major de conduite. Alors, c'est un domaine d'excellence de la Marine nationale et la guerre des mines permet chaque année de neutraliser environ 2000 engins explosifs, soit quasiment 40 par semaine. Je bascule maintenant sur l'opération Irini et depuis ce jour, le patrouilleur de haute mer 1er maître l'air est engagé pour une durée de 2 mois dans le cadre de l'opération Irini. Il rejoint la frégate grecque Agaïon et la frégate italienne Borsini. Sur le volet aérien, le dispositif intègre des aéronefs allemands, polonais, mais également luxembourgeois. Ponctuellement, des aéronefs français complètent le dispositif à base d'ATL-2, Falcon 50 et E-3F. Alors, outre les interrogations des navires de commerce, le bâtiment pourra être amené à effectuer des opérations de visite. À cette fin, il a embarqué un élément de défense et d'intervention maritime, EDIM, constitué de 7 fusiliers marins. Alors pour mémoire, le dernier bâtiment français intégré à Irini était la frégate anti-sous-marine Latouche-Tréville. Alors Latouche-Tréville justement, et je bascule à mon avant-dernier point, Europe du Nord et de l'Est, avec le Standing NATO Maritime Group numéro 1, donc le SNMG1, ayant appareillé de Brest le 1er février, donc la frégate Latouche-Tréville a rejoint et intégré en mer du Nord ce SNMG1 pour mener des exercices conjoints. Alors le SNMG1, il intègre des bâtiments de différentes nations de l'OTAN, dont actuellement des sous-marins norvégiens, la frégate canadienne Halifax et le ravitailleur allemand Spessart. Enfin, dernier point, territoire national et opération résilience, puisque comme vous le savez, ça a été annoncé, dans le cadre de cette opération, un module militaire de réanimation armé par une équipe mixte de 39 militaires, donc 32 du SSA
et du régiment médical à hauteur de 7 de l'armée de terre a été déployé par A400M Atlas à Mayotte le dimanche 7 février dernier. Donc, il a été rapidement mis en place au centre hospitalier de Mayotte et le MMR a accueilli ses premiers patients atteints de la Covid-19 dès le lendemain, donc dès le 8 février. Alors, il est capable aujourd'hui d'accueillir jusqu'à 7 patients et ce MMR augmente ainsi les capacités d'accueil en réanimation du centre hospitalier de Mayotte, actuellement saturé. Il fonctionne aujourd'hui à pleine charge. Voilà, j'en ai terminé avec cette synthèse rapide des opérations pour pouvoir nous concentrer sur Barkhane. Et donc, je cède très respectueusement la parole au Comanfort qui effectuera un premier propos liminaire d'une 10 à 15 minutes. Et ensuite, nous recueillerons vos différentes questions par 3, si possible, pour permettre d'accroître la fluidité des échanges. Je vous remercie. Oui, mon général, la parole est à vous. Merci pour l'introduction. Bonjour à tous. Je vous remercie à tous de votre présence. Moi, je ne vous vois pas. Moi, vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Je suis heureux d'avoir ce contact direct virtuel avec vous afin de vous faire part de mon appréciation de situation en bande sahélo-saharienne. C'est une occasion pour moi de pouvoir expliquer avec précision l'action des forces engagées sous mes ordres aujourd'hui à Barkhane et la réalité du terrain aujourd'hui. Avant toute chose, je vais commencer par vous décrire l'ennemi que nous combattons. Cet ennemi évolue en permanence. Sa capacité à muter fait que les analyses doivent elles aussi évoluer au même rythme. Depuis le sommet de Pau, l'État islamique au Grand Sahara a été de son côté affaibli dans le Liptako. Même s'il convient de garder à l'esprit qu'il reste difficile d'évaluer avec détail son volume ainsi que ses zones de prédation. Bourrasque, conduit en octobre dernier, a permis de lui porter un coup sévère en 2020, année durant laquelle nous avons fait effort contre l'État islamique jusqu'à renverser la dynamique de succès qu'il avait initiée en 2019. Si cet ennemi conserve une capacité de nuisance et de régénération, il semble en revanche aujourd'hui davantage à la portée des forces sahéliennes. Cependant, il reste capable de porter des coups contre des cibles civiles à forte résonance médiatique, à l'exemple de Kouré au Niger, ou du massacre de villageois dans le Liptako nigérien, là aussi, fin 2020. Face à nous, ces groupes de l'État islamique refusent systématiquement le combat afin de préserver ses ressources. Ainsi, lors de Bourrasque, ces combattants se sont systématiquement désilhouettés, comme on dit, dès les premiers combats avec les soldats nigériens appuyés par Barkhane. Et ils se sont exfiltrés, en général, en cachant leurs ressources parmi la végétation ou la population. De même, lors du premier engagement de Takuba et des suivants, ils ont rompu le contact dès l'ouverture du feu, abandonnant leurs véhicules sur place. Souvent même, leurs sonnettes ouvrent le feu pour couvrir la fuite des groupes, voire se rendent délibérément pour retarder notre avance. C'est grâce à l'agilité tactique, à la vitesse, à la surprise, à la persistance sur le terrain, à la combinaison de toute la panoplie de nos moyens et à notre capacité à obtenir un renseignement précis que nous réussissons à déjouer ces modes opératoires. De son côté, le RVIM poursuit son projet politique et à travers une stratégie militaire offensive étend son emprise. Yahya Ghali, avec l'appui d'Al-Qaïda, a réussi à constituer une coalition structurée qui repose sur des émirats et des katibas et qui fédère l'irrédentisme touareg, les trafics arabes, les frustrations peuls sur fond d'idéologie djihadiste. Je vous invite d'ailleurs à consulter les déclarations publiques du leader d'AQMI qui donne une vision très claire et transparente des motifs et des ambitions de ce groupe. Parmi celles-ci, il poursuit sans relâche
l'idée d'expansion régionale, d'abord dans le centre du Mali, mais aussi vers le Burkina, le Niger, le Bénin ou la Côte d'Ivoire. Je note d'ailleurs, dans la presse d'hier, des informations sur la présence de cellules dormantes au Sénégal aussi. Aujourd'hui, c'est bien le RVIM qui est à l'origine de la plupart des pertes chez les FAMA, dans la MINUSMA et au sein de Barkhane. Il est aussi responsable de nombreuses exactions parmi les populations, notamment dans le centre. Recrutement forcé, impôts, intimidation des populations, imposition de la charia, assassinat des autorités traditionnelles et des représentants communautaires ou étatiques, embrigadement de la jeunesse à travers les écoles radicalisées. Il fait le choix de nous combattre avec agressivité lorsque les opportunités se présentent, en favorisant notamment les actions indirectes de harcèlement. Il nous affronte aussi dans le champ des perceptions, n'hésitant pas à s'adresser à notre opinion publique en usant de la manipulation de l'information. Ne nous trompons pas sur sa dangerosité. Nous affrontons un adversaire qui met en œuvre un projet politique, celui de faire de cette région la base arrière du djihadisme et d'exporter celui-ci toujours davantage. Nous sommes bien dans cette dialectique des volontés qui définit la guerre. Après ce premier point, je voudrais partager avec vous mon appréciation de situation de nos partenaires. Cette guerre, nous ne la faisons pas seuls. Il n'y a quasiment jamais d'opération de Barkhane sans forces partenaires qui nous accompagnent. Certes, nos alliés sahéliens doivent encore consolider leur progrès militaire, mais ils sont résolument engagés dans une dynamique positive. Bourrasque avait déjà montré l'implication et la détermination des forces armées nigériennes. Au Mali, le nouveau pouvoir a quant à lui initié une dynamique militaire forte et sa nouvelle hiérarchie militaire est lucide, compétente, motivée et coopérative. Les FAMA cherchent ainsi à refonder organiquement leur armée en initiant le recrutement de plusieurs milliers de soldats, en organisant leur formation avec l'appui de l'ensemble des partenaires, dans la perspective de mettre en place un cycle opérationnel pérenne qui permette de tenir le terrain. Ils réorganisent leurs postes de commandement au niveau central et sur le terrain. Ils rationalisent le déploiement de leurs troupes pour disposer de garnisons plus robustes demain. Leurs chefs sont présents auprès des troupes sur le terrain et ils s'attachent aussi à avancer sur les questions de conditions du personnel et des familles. Tous sont bien conscients d'être engagés dans une course contre la montre entre cette dynamique vertueuse et la gravité des défis sécuritaires. Concernant la force conjointe, il faut se réjouir de cette entreprise qui ne cesse d'aller de l'avant. Nous travaillons chaque jour avec le général Namata à développer encore plus sa capacité opérationnelle à travers les opérations conjointes, en particulier dans le secteur centre, et en recherchant l'opérationnalisation de l'ensemble de ses fuseaux. Les opérations Sama qu'elle a menées ont produit des résultats, et lors d'Eclipse, sur laquelle je vais revenir dans quelques instants, nous avons opéré de manière parfaitement coordonnée avec des unités de la force conjointe du G5 Sahel, tant malienne, nigérienne que burkinabé. Et à travers cette coopération, nous avons porté des coups à l'EIGS dans la zone des 3 frontières. En termes d'internationalisation, Takuba est une réalité opérationnelle avec les task group tchèques et estoniens qui, à l'heure où je vous parle, sont engagés sur le terrain dans le Liptako avec des unités maliennes. Leur mode d'action, leur haut niveau opérationnel, leur binomage avec des unités légères de reconnaissance maliennes, formées et équipées par Barkhane, nous donne un concept tactique très pertinent qui a déjà permis de contraindre la liberté d'action de l'État islamique dans le Liptako de façon supérieure. Le détachement suédois de 150 militaires, qui sera opérationnel dans quelques semaines,
viendra encore renforcer la dynamique en cours. Enfin, au-delà de Takuba, je souhaite souligner ici la participation anglaise et estonienne, déjà ancienne, qui nous rend d'excellents services, ainsi que la contribution américaine, qui n'a jamais fléchi sous la précédente administration et dont l'intégration a encore franchi un cap par rapport à ce qui existait il y a quelques mois. Cette dynamique que je viens de décrire, je voudrais terminer en l'illustrant à travers l'opération Eclipse. Eclipse vient de se terminer. Conduite du 2 janvier au 3 février, elle visait à enrayer la dynamique du RVIM et soulager la pression qui s'exerce sur les forces amies dans le Gourma. Comme vous pouvez le voir sur la carte, elle a ciblé les 3 katibats, Ansarul Islam, Katibat du Gourma et Katibat du Serma, qui opèrent sous l'égide de l'émirat du Gourma, mais aussi les éléments de l'EIGS de part et d'autre du fleuve Niger. Et elle s'étendait sur une zone de 250 km sur 400 km dans 3 pays différents. Au-delà des résultats obtenus dont vous avez eu connaissance déjà, je souhaite insister sur les actions ambitieuses, tactiques et opératives qui ont été conduites. Préparation de renseignements renforcés, raids blindés de nuit, embuscades, opérations héliportées de grande ampleur, largage par air de grand format. La liste des modes d'action mis en œuvre est longue. Tout cela sous l'égide d'un PC tactique interarmé regroupant l'ensemble des partenaires ayant contribué à cette opération installée à Gao. Eclipse a aussi permis d'agir sur les forces morales des forces armées maliennes, à l'exemple de ce que Bourrasque avait initié pour les forces armées nigériennes. Le partenariat FAMA avait ainsi commencé par une phase d'entraînement de plus d'1 mois entre des unités françaises et des unités maliennes, préalable à leur engagement au commun dans l'opération. Pendant Eclipse, les unités maliennes ont combattu avec vaillance et l'intégration des moyens tant terrestres qu'aériens entre les partenaires a permis de trouver des solutions tactiques très efficaces. L'implication des forces armées du Burkina doit aussi être mentionnée. Elle a permis de coordonner les actions terrestres et aériennes de part et d'autre de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso, contre des groupes armés qui se jouent de ces frontières. Cette expérience longue de 2 mois, dans des conditions sécuritaires et sanitaires extrêmement difficiles, participe à la grande fraternité d'armes qui anime aujourd'hui les relations entre Barkhane et les armées nationales sahéliennes. Cette opération, enfin, elle avait pour objectif de conduire une manœuvre aux ambitions tactiques supérieures avec les unités de la force conjointe du G5. Comme je vous le disais tout à l'heure, elle a permis à un groupement tactique français de conduire des actions coordonnées d'ampleur avec l'équivalent d'un groupement tactique complet de la force conjointe du G5, sous la conduite, elle aussi, d'un PC tactique mixte Barkhane Force Conjointe G5 installé dans le nord du Burkina. Vous avez pu voir que dans la foulée d'Eclipse, le RVIM a montré qu'il entendait conserver l'ascendant dans cette zone en attaquant successivement les garnisons de la force conjointe et des forces armées maliennes de Bolikessi, Mondoro ou Boni. À chaque fois, il a attaqué massivement en regroupant plusieurs katibats. Il a certes causé des pertes, mais il a été repoussé et a encaissé des coups très sévères. Cela démontre que l'autonomisation de nos partenaires et la mise en valeur de leurs actions vis-à-vis de leur population sont vues comme une menace sévère par le RVIM qui s'acharne à casser une telle dynamique. Pour conclure mon propos et laisser la place à vos questions, je voudrais encore une fois souligner le courage, le professionnalisme et l'éthique de nos soldats qui combattent dans des conditions difficiles
et qui font preuve d'un engagement sans faille. Ceux d'entre vous qui sont venus au Sahel ont pu le constater. Je voudrais, à l'occasion de ce point de presse, leur rendre hommage et avoir une pensée particulière pour nos 5 frères d'armes qui ont été tués au combat lors de ces dernières semaines. Je vous remercie. Bonjour, Général Franck Cognard à France Info. Depuis la rentrée de janvier, des politiques se sont exprimés, qui émettent des doutes sur Barkhane, qui disent que la page Barkhane doit être tournée et rapidement. Plusieurs sondages ont montré que l'opinion publique doutait de l'utilité de Barkhane. Comment vous recevez ces nouvelles de métropole et est-ce que vous pensez que vos soldats qui sont en contact avec leurs familles ici, qui ont les journaux télévisés français, qu'ils peuvent voir dans leurs emprises, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être poreux, on va dire, à ces doutes qui s'expriment aujourd'hui en France? Bonjour, Général Daphné Benoît de l'AFP. 2 petites questions. Tout d'abord, au vu de l'intensification assez nette de l'accompagnement au combat des forces maliennes par Barkhane, est-ce qu'il est envisagé d'étendre un peu la zone d'action vers des endroits jusqu'ici un peu domaine réservé malien, à savoir le centre du Mali, où clairement les violences sont extrêmement tenaces et matinées de tensions intercommunautaires. Et ça pourrait peut-être se faire sous forme de détachement de liaison, etc. Est-ce que ça, c'est envisagé? Et deuxièmement, à l'issue de la relève majeure qui est en cours actuellement, est-ce que vous pouvez nous donner une indication sur le nombre d'hommes qu'il y aura à Barkhane à la fin de cette relève? Merci. Oui, bonjour, mon général, Nicolas Barotte du Figaro. 2 petites questions aussi. Vous avez évoqué l'extension de la menace sur le golfe de Guinée. Est-ce que vous pourriez nous donner des détails et les conséquences que ça peut avoir potentiellement pour Barkhane? Et vous avez aussi mentionné le champ de la manipulation d'informations. Alors, dans le domaine de l'informationnel, quels sont les moyens dont dispose Barkhane et quelles sont vos actions? Merci. Bon, je vais répondre donc à la première question de Monsieur Cognard. Alors, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, chacun de mes soldats, et moi le premier, nous sommes très attentifs, bien sûr, à ce qui est raconté en France, comment leur action quotidienne, comment notre action quotidienne est racontée, comment elle est racontée le plus justement possible. Moi, ce que j'ai à vous répondre sur cette question. Écoutez, on m'a donné une mission qui s'appuie en gros sur 2 grands piliers. Le premier de ces piliers, c'est de réduire la capacité de nuisance des groupes armés terroristes en BSS. Et le deuxième, c'est d'accompagner la montée en puissance des forces armées partenaires, des forces sahéliennes, maliennes, nigériennes, burkinabées, tchadiennes, mauritaniennes et de façon générale, forces conjointes du G5. J'estime que dans ces deux lignes d'opération, les résultats de Barkhane plaident pour eux-mêmes. Je pense qu'en termes de réduction de la capacité de nuisance des groupes armés terroristes, tant du côté Liptako sur l'État islamique, tant du côté Gourmand en particulier sur le RVIM, les opérations que nous avons menées ces derniers mois ont produit des effets. Importants sur ces groupes en termes de capacité de combat, en termes de ressources pour agir, en termes de liberté d'action, etc. Donc, je pense que de ce côté-là, nous avons rempli notre part du contrat. Et de la même façon, sur l'accompagnement des partenaires, moi, je peux vous témoigner que depuis maintenant 7 mois, je suis le commandant de la force Barkhane. Je vois les progrès permanents dans l'efficacité des troupes partenaires qui opèrent à nos côtés ou qui opèrent de façon autonome. Donc, je pense aussi que dans cette ligne d'opération, nous produisons les effets qui nous étaient demandés. Et je pense que c'est dans ces 2 lignes-là, cela a été reconnu à plusieurs titres. J'en veux pour preuve, par exemple, le débat qu'il y a pu y avoir avant-hier au Sénat. De la même façon, même si je n'en suis pas responsable plus directement, les effets que nous produisons dans les 2 piliers, le premier pilier qui est la lutte contre le terrorisme et le second qui est l'accompagnement des partenaires, je considère que nous produisons aussi des effets
plutôt comme acteurs concurrents dans le pilier 3 et dans le pilier 4, pardon, pilier 3 qui est plus consacré donc au retour de l'État, à la gouvernance de façon générale et au développement pour le pilier 4. Ce sont peut-être des résultats qui sont moins flagrants, ce sont peut-être des résultats qui exigent plus de temps, mais néanmoins, à travers nos actions cinétiques, mais en même temps à travers nos actions d'entraînement vis-à-vis de l'ensemble des partenaires qui sont impliqués dans la résolution de la crise sahélienne, nous obtenons je reste persuadé que nous obtenons des résultats importants. Il suffit de voir ce que fait l'équipe France aujourd'hui à Ménaka, par exemple, ou ce que fait l'équipe France à Gao ou demain à Gossi. Tout ça avance dans le bon sens. Il faut laisser le temps pour que ceci se mette en place. Je voudrais revenir enfin sur la question que vous avez posée sur le moral de nos soldats. Là aussi, je peux vous témoigner, moi, de ce que je vois tous les jours. Je vais voir régulièrement mes soldats sur le terrain. Je vais les voir en opération. Je vais les voir quand ils se préparent en opération. Je vais les voir quand ils rentrent d'opération. Je peux vous dire que le moral est bon. Le moral est fort. Nos hommes savent pourquoi ils sont ici. Ils connaissent toute la légitimité de leur emploi sur le théâtre. Ils ont développé comme je vous le disais dans mon propos liminaire, des relations de frères d'armes très, très, très fortes avec leurs partenaires sahéliens. Et nos hommes ne sont aucun doute sur le bien fondé et sur l'efficacité de leur action. Donc, bien entendu, ils sont toujours très, très, très sensibles à ce que, justement, ces bons résultats soient relayés, bien entendu, dans l'opinion publique, en particulier française, et vers leur famille, bien sûr. Madame Benoît, vous m'avez parlé de zones d'action futures et de la prochaine relève majeure. Alors, pour répondre à votre première question, vous avez déjà pu voir qu'à travers de l'opération Eclipse, nous avons opéré dans une zone qui n'était pas totalement habituelle. Nous sommes un peu décalés vers l'ouest par rapport aux opérations précédentes, tout simplement parce que je planifie les opérations et je conduis les opérations aussi en fonction d'un ennemi. C'est-à-dire que chacune des opérations est conduite à travers l'estimation d'un renseignement très précis et à travers du calcul de l'effet le plus efficace que je peux porter sur nos adversaires. Bien entendu, ça ne se fait pas tout seul, puisque, comme je vous le disais, nous travaillons quasiment tout le temps avec des partenaires en opération directement, c'est ce que je vous disais avec Eclipse, avec nos partenaires sahéliens, mais aussi en coopération avec la MINUSMA, qui elle-même conduit ses propres opérations en ce moment dans le centre. Donc il faut que nous coordonnions en fait toutes ces visions, toutes ces intentions, et à travers une planification commune, et qu'ensuite donc on puisse mener les opérations à travers cette vision partagée. C'est ce que l'on va faire pour les mois prochains. Vous comprendrez bien que je ne vous dirai pas plutôt dans quelle zone ou dans quelle autre j'envisage de conduire les prochaines opérations. Sur la relève majeure, elle aura donc lieu au mois de mars prochain. Là aussi, vous me pardonnerez, mais je ne vous donnerai pas de détails sur l'adaptation de Barkhane qui pourrait avoir lieu lors de la prochaine relève, parce que les décisions ne me sont pas connues. Ces décisions relèvent du chef des armées. Je pense qu'elles seront peut-être partagées à l'occasion du sommet de N'Djamena, mais je pense que les informations relatives à cette prochaine relève seront disponibles à l'issue du prochain sommet. Monsieur Barotte, vous m'avez posé une question sur l'extension de la menace vers les pays frontaliers. Quelles sont les conséquences pour Barkhane? Ces conséquences, elles existent déjà, parce que lorsque vous avez la menace terroriste qui glisse progressivement le long de la frontière entre le Niger et le Mali, tout doucement vers le sud, dans la mesure où nous opérons très régulièrement et quasi tout le temps avec les unités nigériennes et burkinabées,
ça a forcément un impact sur la façon dont nous planifions nos opérations en appui de nos partenaires ou en préparation d'actions de nos partenaires vers ces zones-là. En tout cas, pour l'instant, cette extension vers le sud, je dirais que elle ne m'impose pas de conduire des opérations dans ces zones. Ce n'est pas ce qui m'est demandé dans l'immédiat. En tout cas, aujourd'hui, l'action de Barkhane reste donc centralisée sur les 5 pays de la force conjointe du G5. Et ensuite, il y a peut-être une chose que je peux préciser dans ce domaine, c'est que bien entendu, sur cette notion d'extension de la menace, il y a toute la partie compréhension d'extension de la menace, partage du renseignement avec les partenaires, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose, bien entendu, qui continue jour après jour entre nous, entre les pays partenaires, entre les pays frontaliers. Et puis, il ne faut pas oublier que Barkhane travaille en étroite collaboration avec d'autres dispositifs français en Afrique, comme les forces françaises en Côte d'Ivoire, comme les éléments français au Sénégal, comme les éléments français au Gabon. Et donc, tout ce travail, je dirais, de monitoring de l'extension de la menace, nous le partageons très étroitement entre nous. Et dans les actions de formation que peuvent conduire ces autres partenaires français, c'est quelque chose qui est pris en considération. Enfin, vous pouvez me parler de la guerre informationnelle. Comme vous le savez, c'est une réalité. Le domaine informationnel en BSS est très présent et est très présent depuis très longtemps. Et nous avons des adversaires dans ce domaine sur le théâtre d'opération qui sont particulièrement rompus à l'utilisation de moyens à des fins d'influence, à des fins d'information, de désinformation auprès des populations. Et il est donc important pour nous de disposer de moyens et de mettre en œuvre des moyens pour s'y opposer. Et donc, oui, de façon très assumée, nous menons des opérations de nature informationnelle sur le théâtre, en appui des autres moyens. Mais là encore, vous comprendrez bien que je ne vous donnerai pas le détail de ce que nous faisons sur le théâtre, dans la mesure où dès que je vous donnerai le détail, les adversaires pourront s'en servir contre nos forces. Bonjour, moi général Franck Alexandre RFI. J'aurais une question concernant le RVIM que vous décrivez comme très, très agressif. Est-il opportun à vos yeux de réduire la force Barkhane en ce moment face à un tel ennemi? Non, mais elle n'est pas parvenue. Donc c'est M. Barotte qui pose la deuxième question. Au niveau du Figaro. Au moment où on fait le bilan du surge qui sera discuté à N'Djamena, est-ce que vous pourriez nous détailler, nous expliquer au-delà des effectifs supplémentaires, qu'est-ce que ça a changé pour Barkhane? Je pense par exemple à la quaternisation des unités. Détaillez-nous un peu l'organisation, est-ce que ça a changé sur le terrain? Merci. Monsieur Alexandre, oui, le RVIM agressif, je peux vous le confirmer. En tout cas, à chacune de nos opérations et à chacun des accrochages, nous avons affaire à des groupes qui, alors ça dépend bien entendu à chaque fois des conditions, des conditions des opérations et du moment de l'opération. Nous avons des groupes qui sont extrêmement agressifs. Je constate notamment, par exemple, même si c'était pas une attaque contre Barkhane, hier l'attaque qu'a subi la MINUSMA près de Douenza, qui a mêlé tir indirect, SVBED, tir direct, ça vous montre le degré d'agressivité et de capacité que le RVIM est capable de produire à l'instant T dans certaines zones où il est très présent. Bon, maintenant, la diminution de Barkhane, encore une fois, je vais pas me prononcer sur l'adaptation de Barkhane. J'ai déjà répondu tout à l'heure à Madame Benoît à ce sujet. Il est bien évident que avec moins de troupes, j'aurai moins d'actions sur le terrain. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais ça me permet de rebondir sur la question de Monsieur Barotte. Le surge, il est donc les effectifs
qui avait été décidées, supplémentaires qui avaient été décidées dans le cadre du sommet de Pau, elles ont eu de nombreux effets en fait. D'une part, elles ont permis à Barkhane de gagner de la liberté d'action en fait, c'est-à-dire de pouvoir créer davantage d'incertitude, d'imprévisibilité sur nos adversaires, c'est-à-dire d'être capable d'opérer à des endroits différents, à des endroits différents, à des mêmes moments. Donc, de sortir entre guillemets de modes d'action qui étaient un peu imposés par le format précédent, et du coup d'être tactiquement beaucoup plus agressif et de pouvoir envisager des manœuvres tactiques beaucoup plus importantes et on l'a bien vu dans l'opération Bourrasque en particulier, c'est quand vous êtes capable de créer cette incertitude et cette imprévisibilité sur l'adversaire que vous obtenez le maximum de résultats. C'est à ce moment-là lui-même, ses schémas de réponse à vos attaques se diluent. C'est là qu'il fait des fautes. C'est là que les forces morales de ses combattants l'abandonnent, etc., etc. Et c'est grâce à cette action et donc à cette capacité à créer de l'incertitude que vous obtenez de très bons résultats. Et c'est là, ça vous permet, bien entendu, ce que je disais aussi tout à l'heure, de multiplier les effets de la synergie des moyens que vous pouvez mettre en œuvre au même moment sur une zone précise. Liberté d'action, donc je vous disais, concentration des efforts aussi, c'est-à-dire que vous pouvez, avec un volume de force supplémentaire, exercer une pression supplémentaire sur une zone donnée et donc être capable d'avoir un effet, là aussi, plus important. Et puis enfin, le dernier point, liberté d'action, concentration des efforts. Et le troisième, c'est la capacité à durer sur le terrain. Plus vous êtes nombreux, plus vous pouvez enchaîner les opérations, plus vous pouvez maintenir la pression sur l'adversaire, etc., etc., etc. Et donc, quand vous multipliez ces trois bénéfices, quand vous additionnez plus exactement ces trois bénéfices à caractère technique, vous avez une manœuvre opérationnelle dans la 2D, dans la 3D qui est beaucoup plus efficace. Et voilà ce que je peux vous dire. Et puis, au-delà de ça aussi, ce surge nous aura permis d'aller dans une zone du Liptako, qui était la zone la plus orientale du Liptako, où Barkhane n'avait jamais opéré, ce qui aurait été peut-être difficile à faire sans surge. Et cette opération Boras, qui a permis de continuer l'œuvre de mon prédécesseur, qui avait déjà continué à mener des opérations très dures contre le IGS dans le Liptako, nous a permis d'aller jusqu'au bout des zones refuges de l'EIGS. Et c'est certainement, probablement grâce à ça, que là aussi l'installation et la mise en place progressive de Takuba peut s'opérer dans les meilleures conditions aujourd'hui dans le Liptako. Tanguy, on vous entend. Parfait. À vous. Oui, j'avais trois questions pour le général Conruit rapidement. Ici à Paris, que les Suédois participeront à une QRF. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne seront pas aux côtés de Maliens et binômés avec des Maliens, comme c'était le cas jusqu'à maintenant pour Takuba? C'est ma première question. Vous avez dit dans votre briefing également, général, que l'intégration avec les Américains a franchi un nouveau cap. Est-ce que vous pourriez détailler un petit peu ce qui a changé avec les Américains en matière d'intégration? Par ailleurs, vous l'avez peut-être lu, le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat a donné un bilan d'attrition pour 2020 de 1200 à 1500 GAT. Est-ce que ça vous semble proche des cibles que vous avez, des chiffres que vous avez déjà lus dans vos propres dossiers, puisque on demande instamment ce genre de chiffres et on l'a pas régulièrement. Et enfin, je suis un peu étonné de ce que vous disiez sur le fait que vous ne connaissiez pas les effectifs des troupes qui sont en pleine relève actuellement. Par exemple, pour un régiment qui vous est cher, le premier IMA, je crois qu'il arrive quand même avec beaucoup moins de monde que prévu, et je crois qu'il est déjà arrivé. Donc vous ne pouvez pas ne pas savoir que des troupes ont connu des réductions par rapport aux cibles qui avaient été prévues à l'origine. Merci. Alors les Suédois, la QRF suédoise, c'est une QRF qui va pouvoir agir au profit de la task force Takuba. Donc la task force Takuba, elle regroupe des task groups franco-tchèques, franco-estoniens, accompagnés à chaque fois d'unités maliennes. Donc cette QRF suédoise, elle apportera
ses capacités de force de réaction à l'ensemble des task groups accompagnés des ULLRI, bien entendu. Maintenant, il n'est pas, je crois que son mode d'action aujourd'hui ne prend pas en considération le fait d'agir comme une QRF suédois-malienne. Voilà, plus exactement ce que je voulais dire. L'intégration US. Bon, déjà pendant Bourrasque, nous avions pu bénéficier d'un appui américain très conséquent, en particulier en termes de renseignements, et bien entendu des autres domaines très importants que vous connaissez en termes de ravitaillement de nos avions, en termes de transport stratégique. Quand je dis que cela a encore progressé, c'est en termes essentiellement de partage du renseignement, de capacité de renseignement, notamment ISR, et donc cette capacité à comprendre ensemble ce qui se passe sur le terrain, c'est dans ce cadre-là que l'intégration a été encore plus prononcée. Vous avez parlé ensuite de l'attrition. Moi, je suis toujours extrêmement prudent sur les chiffres de l'attrition. Je mesure pas l'effet de Barkhane à travers les chiffres. C'est vrai que ces derniers mois, nous avons eu beaucoup d'engagements avec beaucoup de résultats, avec beaucoup de pertes dans les camps adverses. Et ce qui est important pour moi, c'est les effets. Ce sont les effets qui sont produits d'une part sur l'adversaire, dans un premier temps, les effets. Et donc, est-ce que cet adversaire, à travers les pertes que nous lui occasionnons, qu'est-ce qu'il est encore capable de faire? Et puis aussi les effets à travers les forces amies. C'est-à-dire qu'à travers, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à travers les pertes que je lui occasionne, dans quelle mesure cela limite ses capacités d'action contre nos forces partenaires. On regarde par exemple fin 2019, État islamique capable de mener des raids de grande ampleur contre des camps nigériens ou maliens et d'avoir des résultats très durs contre nos partenaires sahéliens. 2020, ceci n'est plus le cas. Et donc, je considère que ce type d'effet est beaucoup plus parlant. Et puis, vous êtes trompé de régiment. C'est pas que ce régiment ne soit pas cher à mon cœur, mais c'est un autre qui est autant cher à mon cœur qui arrivera au mois de mars et qui effectivement est sur un format un peu différent que sur celui qui était préparé. Mais je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas encore à ce jour le format final qui sera décidé pour l'adaptation de Barkhane. Donc je ne suis pas en mesure de vous dire où nous en serons au mois de mars. Il faudra attendre les conclusions du sommet. Merci mon général. Une question de monsieur Alonso, je crois, en audio. Oui, bon, j'avais deux questions, mais l'une était sur les États-Unis, elle vient d'être abordée. Alors je continue. Oui, général, une question sur le comportement assez différent que vous décrivez de l'EIGS et du RVIM, puisque si je résume, l'EIGS est sur la défensive, fuit les combats, tandis que le RVIM se montre beaucoup plus agressif. Comment vous expliquez cette différence de comportement et depuis quand vous l'observez? Monsieur Alexandre. Oui, mon général, Franck Alexandre RFI de nouveau. Donc, vous dites que votre action influe sur les deux derniers piliers de Pau, hein, le développement, le retour de l'État. Concrètement, par exemple, dans le Gourma, où la présence du RV me semble très enquistée, quelles sont les améliorations que vous avez pu observer sur ces deux derniers piliers? Ulysse Gosset de BFM TV. Mon général, je voulais savoir quelles sont les relations que vous avez avec les nouveaux dirigeants, avec on pourrait appeler communément la junte au pouvoir au Mali. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une coopération qui se fait comme précédemment? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que le coup d'État, pour résumer de façon lapidaire, est-ce que le coup d'État a changé quoi que ce soit pour Barkhane? Merci. Alors, monsieur Alonso, cette différence de réaction de l'UIGS et du RVIM, je la constate quasiment depuis mon arrivée. Je n'ai pas vu de changement depuis que j'ai pris le commandement de la force. Je pense que cela peut s'expliquer peut-être par deux raisons principales. La première, c'est que le IGS, peut-être aujourd'hui, je dis ça avec beaucoup de prudence, a subi beaucoup de coups
et que du coup sa condition, en fait, ses capacités à régénérer les combattants perdus, ses capacités à régénérer de l'équipement, de l'armement, enfin bref, de quoi opérer sur les terrains est peut-être beaucoup moindre que l'autre groupe terroriste. Et donc c'est peut-être une question d'abord de ressources disponibles, ce qui fait que l'un évite beaucoup plus le contact dans la mesure où il est plus faible. Et la deuxième question, c'est peut-être aussi parce que vous avez quand même deux mouvements qui sont de nature différente, un peu différente, avec un RVIM qui est beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré, qui joue, qui a des structures aujourd'hui politico-administratives à travers des émirats, une structure militaire à travers des katibats, qui est aujourd'hui capable de basculer, d'opérer des bascules d'efforts entre émirats, entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest, et qui est aujourd'hui capable d'avoir, on l'a constaté à plusieurs reprises sur le terrain, dans le même combat, que nous soyons opposés à plusieurs katibats réunis sous la coupe d'un chef du RVIM. Donc, je dirais une question de ressources d'abord, et puis aussi une question d'organisation, de structuration et de comme on dit généralement, de command and control plus cohérent. Monsieur Alexandre, vous parliez des piliers 3 et des piliers 4 dans le Gourma. Bon, on vient de commencer nos opérations dans le Gourma, entre guillemets, ce genre de grande opération. Mais vous avez déjà quelques signes. À Gossi, notamment, depuis plusieurs mois maintenant, nous avons veillé à la réinstallation non seulement d'une unité malienne, le retour de l'État, souvent dans les territoires qui sont contrôlés par les GATT ou qui ne sont pas contrôlés par l'État, s'opère d'abord par les militaires. Donc il faut donc s'assurer du retour des militaires, du retour pérenne des militaires et du retour de structures militaires capables de tenir le terrain. Et puis autour de cette unité capable de tenir le terrain, le retour ensuite de forces de sécurité intérieure. Ça a été fait à Gossi, par exemple. Et puis après ce retour de forces de sécurité intérieure, des premiers projets qui permettent le retour de services sociaux de base et du retour de la vie économique. Nous avons un certain nombre de projets qui sont initiés là aussi à Gossi, parce qu'à Gossi, ça fait plusieurs mois que nous y sommes, et donc nous avons été capables de lancer cette affaire. À Ménaka, c'est pas dans le Gourmand, vous me direz, mais là où nous sommes depuis plus longtemps aussi, vous avez toute l'équipe France qui a été mobilisée à travers un certain nombre de projets autour du pilier 3, autour du pilier 4 à Ménaka, avec notamment l'AFD qui a investi de nombreux millions d'euros. Je ne me souviens plus si c'est 17 ou 19, enfin c'est de cet ordre-là, dans des domaines très 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 variés comme la réfection du marché de Ménaka, la réfection du poste de police de Ménaka, le retour du juge et la réactivation des prisons à Ménaka. Enfin bref, tout un panel qui permet d'accompagner le retour de l'État et de lancer des projets de développement, Ménaka avec l'eau, avec l'électricité, etc. À Gao, par exemple, à Gao aussi, vous avez beaucoup de projets de cet ordre. Un exemple un peu, je dirais un peu emblématique, c'est la reprise de vol d'avions civils, Sky Air Mali, entre Gao et Bamako, et demain peut-être Tombouctou, Bamako. C'est ce genre de projet que nous essayons en permanence d'emmener, je vais pas dire dans nos bagages parce que ça serait pas l'expression exacte, mais de favoriser ou en tout cas de promouvoir à travers nos actions. J'ai moi dans mon PC un conseiller développement qui est un membre de l'AFD qui m'est détaché pendant une année et qui travaille justement, qui s'assure de la meilleure liaison possible entre les actions, on va dire, militaires, les actions opérationnelles et la suite qu'il pourrait donner ensuite dans les piliers 3 et dans les piliers 4. De la même façon, à Gao, j'ai quelqu'un du centre de crise
des Affaires étrangères, aussi détaché auprès de Barkhane, qui lui aussi est très très actif dans nombre de projets qui ont été développés à Gao, à Ansongo, à Ménaka, à Gossi. Je dois en louper certains autres d'ailleurs. Et là aussi, c'est pareil, pour assurer cette liaison pilier 3, pilier 4. Alors, tout n'est pas parfait, tout n'est pas encore terminé, mais les choses progressent. Il y a à peu près 2 mois, nous avons fait là aussi, nous avons organisé une réunion très productive 3D, donc défense, diplomatie, développement, le CODIR 3D, comme cela s'appelle, avec tous les partenaires de l'approche intégrée, justement pour essayer d'arriver à la meilleure coordination, à la meilleure intégration possible des projets des uns et des autres. Donc tout cela avance, tout cela progresse. Il faut du temps. Vous avez des acteurs qui ont des cultures différentes. Vous avez des acteurs qui ont parfois des process qui doivent être encore adaptés à l'urgence opérationnelle. Je considère aujourd'hui que tout ça avance dans le bon sens. Il faut encore du temps pour que cela soit pleinement efficace. Donc un peu de patience stratégique. Et puis, Monsieur Gosset, vous avez parlé des relations avec les nouveaux dirigeants maliens. Bon, moi, en tant que commandant d'une force militaire, je n'ai pas de contact à proprement parler avec les dirigeants du gouvernement de transition. Ça relève bien entendu de notre poste diplomatique à Bamako. Mais en revanche, j'entretiens des relations très denses et très très régulières avec toute la nouvelle hiérarchie militaire malienne, qui a été entièrement renouvelée au mois d'août, en fait. Et j'entretiens aujourd'hui les meilleures relations avec ceux-ci. Comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous travaillons très bien avec eux aujourd'hui. Nous travaillons très bien à tous les niveaux, au niveau central, au niveau des commandants de théâtre, au niveau des commandants de secteur et au niveau des unités sur le terrain. Il y a une vraie cohérence d'ensemble entre ce que nous faisons à tous les niveaux. Et cette coopération qu'on pourrait qualifier d'opérationnelle, mais qui déborde parfois sur le structurel en termes d'organisation générale, fonctionne très très bien, de la même façon que cette coopération fonctionne très très bien avec les autres partenaires de la force conjointe du G5 à travers toutes sortes je dirais, on a développé un certain nombre de processus qui nous permettent de nous voir régulièrement, de partager nos appréciations de situation, de partager nos intentions opérationnelles de façon à les faire se rejoindre et être le plus efficace sur le terrain. Merci mon général. On va prendre un dernier batch de 3 questions et ça conclura cet échange avec le général Conruit. Mon général, vous faisiez référence tout à l'heure aux campagnes de désinformation qui sont menées par l'ennemi et vous soulignez d'ailleurs qu'ils avaient un certain savoir-faire en la matière et vous parliez en face de campagnes d'information nécessaires. Est-ce que ça veut dire que cette désinformation trouve un certain écho dans certaines populations? Est-ce que vous constatez au quotidien que cette désinformation peut ou entraver ou compliquer le travail de la force Barkhane? Une deuxième question éventuellement. Ulysse Gosset, j'ai une autre question pour le général concernant les groupes djihadistes. Est-ce que en 2021, c'est-à-dire maintenant, vous avez une estimation du nombre de combattants dans l'ensemble et peut-être pour les 2 principaux groupements, vous avez beaucoup parlé du RVIM. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de combattants du RVIM et puis du GSIM aussi, s'il vous plaît? Oui, c'est Jean-Marc Tanguy. Je voulais savoir si c'était possible d'en poser une encore. Bien sûr, ça sera la dernière de ce point presse. Très bien. Je souhaitais savoir si le général continuait à utiliser toujours les VBL dont on a reconnu les limites ces derniers temps et s'il avait un retexte sur l'utilisation des SMDR qui ont été déployés il y a peu de temps. Merci. Alors, la désinformation sur le terrain, à chaque fois que nous menons des opérations, je n'ai pas constaté un effet important des opérations de désinformation qui pouvaient être conduites à notre encontre. Ces opérations de désinformation, je pense qu'elles trouvent particulièrement un certain écho plutôt dans la capitale, soyons clairs, dans un certain nombre de cercles qui aussi parfois peuvent être des relais en fait de cette même désinformation et je dirais qui ont plutôt un effet anthropique
à l'égard de cette information. Mais je dirais que dans la conduite des opérations, ça ne me pose pas de désavantage. Moi personnellement, je considère que ces opérations, elles visent avant tout très certainement notre propre opinion ou l'opinion internationale, et elles visent avant tout à dénigrer l'action de nos forces dans ces opinions. Voilà, c'est plutôt comme ça que je le vois. Combattants, là, c'est une question compliquée. Je peux vous donner, on est capable en gros de donner des fourchettes de chacune des katibas. Chacune de ces katibas repose certainement sur plusieurs centaines de combattants. Avoir un chiffre global, ça reste très compliqué, tant c'est extrêmement mouvant, tant les mouvements entre katibat et ces groupes circulent d'une zone à une autre, et donc faire un décompte extrêmement précis, ça reste très compliqué. Et puis je préfère rester non seulement prudent pour ne pas dire de bêtises, mais aussi prudent pour ne pas menacer la sécurité de ce que nous faisons. Mais ces groupes, chacun de ces groupes regroupe plusieurs centaines de combattants. Mais encore une fois, tout comme tout à l'heure, nous parlions des pertes ennemies. Parfois, c'est beaucoup moins le nombre que la qualité, en fait, qui importe. Vous pouvez avoir des katibas qui reposent sur beaucoup de combattants et dont du recrutement forcé et des gens qui n'ont quasiment jamais tenu une arme. Et en revanche, vous pouvez avoir des katibats qui sont beaucoup moins nombreuses, mais qui en revanche disposent de personnel beaucoup plus aguerri, qui mènent le combat depuis plusieurs dizaines d'années, qui ont des expertises dans le domaine de l'IED, de l'IDF, etc., et qui sont presque plus dangereuses, en fait, dans les effets qu'ils peuvent obtenir. Enfin, Monsieur Tanguy, le VBL et SMDR. Je continue d'utiliser le VBL. Les VBL, bien entendu, ça me serait impossible de ne plus utiliser les VBL. Donc, nous avons adapté encore et encore nos modes d'action. Nous avons renforcé certains modes d'action. Nous en avons changé d'autres. Nous avons veillé à ce que les menaces qui nous paraissaient les plus dures contre nos VBL, eh bien, on n'y soit plus confronté d'une manière ou d'une autre. Mais je suis obligé toujours de me servir des VBL. On va dire que je m'en sers autrement. Mais le VBL sur le théâtre, les unités de VBL gardent toute leur qualité, toute leur capacité, toute leur utilité en termes de recherche du renseignement, en termes de discrétion, en termes d'infiltration. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur les VBL. Et puis, nous sommes en attente aussi de l'amélioration de la protection de nos VBL dans les prochains mois. Enfin, le SMDR, vous l'avez marqué. On a mené plusieurs expérimentations depuis maintenant plusieurs semaines. Les résultats sont très positifs. Nous l'avons testé de façon très progressive. Il est aujourd'hui même testé dans le cadre d'une opération. Et donc, les résultats que nous avons obtenus sont très satisfaisants. Et donc, nous continuons, parce que nous allons continuer à le tester dans d'autres conditions d'emploi, dans d'autres types d'opérations. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous en sommes très satisfaits. Merci infiniment, mon général, pour votre disponibilité, pour la clarté de vos propos et la précision de vos réponses. Merci en notre nom à tous pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui, et bonne suite de mission. Merci, mon général. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. Bien, ça conclut donc ce point presse. Le point presse de la semaine prochaine sera consacré aux Émirats arabes unis, à la relation que la France entretient avec les Émirats arabes unis, sur le plan politique, sur le plan stratégique, sur le plan militaire. Nous aurons l'avantage de recevoir l'ambassadeur de France aux Émirats arabes unis, M. Xavier Châtel,
par visioconférence, et le commandant supérieur des forces françaises stationnées aux Émirats Arabes Unis, l'amiral Jacques Fayard. Donc nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 14h30. Merci beaucoup, bonne fin de semaine.